voir des gens se promener, c'est une folie, parce que non seulement c'est une folie pour eux, mais c'est une folie pour le personnel hospitalier. Je relaie sans cesse, quand je peux, les supplications du personnel hospitalier qui demande aux gens de rester chez eux, parce que si les gens sont malades, c'est pas seulement grave pour eux, c'est grave pour les autres, qui eux sont prudents et qui ne trouveront pas de lit le moment venu, parce que les imprudents seront sortis. Donc, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. On a intérêt à être altruiste parce que c'est son intérêt personnel. On a intérêt à ne pas sortir parce que si on sort, non seulement c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour les autres, mais c'est pas bon pour soi aussi. Donc, il y a un équilibre à trouver qui, à mon avis, n'est pas encore trouvé entre la peur et la volonté quand même de continuer à vivre, et en particulier pour que les métiers essentiels soient assurés. Mais je pense qu'il faudrait sans doute que le message économie de guerre, restez chez vous, soit pilonné toutes les 10 minutes sur toutes les chaînes de radio et de télévision et soit vraiment entendu, ce qui n'est pas le cas. En France, moi je suis de ceux qui pensent que si on prévoit le pire, on est sûr de le voir arriver. Donc le pire, c'est une chute de l'économie française et européenne de l'ordre de 20% pour l'année, c'est-à-dire une production inférieure à 20% à ce qu'elle était l'année précédente, qui suppose, pour être combattue, une action massive d'économie de guerre. L'Allemagne vient de lancer, elle a lancé un programme de soutien à ces entreprises absolument massif. La France l'a lancé, elle pourrait peut-être faire encore plus. Moi, je suis pour une économie de conversion vers les secteurs dont on a besoin. Il faut que l'Europe fasse plus, sans employer des acronymes trop compliqués, mais l'Europe a des moyens qu'elle peut utiliser, comme elle l'a fait dans la crise de 2008, pour mettre en place des soutiens à tous les métiers, y compris les plus petites entreprises, qui n'ont pas aujourd'hui autant de moyens que les grandes. Il y a vraiment beaucoup plus à faire que ce qu'on fait aujourd'hui. Comment vous voyez le monde après le corona? Vous avez une hypothèse optimiste et une franchement pessimiste. On commence par laquelle? Je vous propose de commencer par la mauvaise nouvelle, le côté négatif. Il y a deux hypothèses pessimistes. La première, c'est que c'est une hypothèse franchement optimiste, on croit que tout n'est pas fini et on sort. Et dans pratiquement toutes les épidémies antérieures, on sort et on se reprend une deuxième et une troisième vague plus difficile encore, plus lourde encore. Ça, c'est le risque. Surtout si on n'a pas à ce moment-là de médicaments, de vaccins, de traceurs qui permettent de l'éviter. Donc, surtout ne pas sortir trop tôt. Et là, ce serait une catastrophe de nouveau. La deuxième, pire encore, c'est qu'on en arrive à imaginer qu'on n'a pas d'autre solution qu'une économie totalitaire, utilisant les technologies pour nous mettre véritablement sous le boisseau, et qu'on en arrive à une société d'hyper-surveillance antidémocratique, que malheureusement beaucoup de gens voudront, parce qu'entre la sécurité et la liberté, beaucoup de gens préfèrent la sécurité. Le cinéma est une industrie du rêve, les gens le prennent comme tel. On est beaucoup moins choqué du salaire d'un comédien que du salaire d'un chef d'entreprise, peut-être d'ailleurs à tort. Mais Cannes, ça fait partie de ça, et on est très fiers que Cannes soit en France, et on espère qu'il le restera longtemps. Maintenant, si vous pouvez nous rassurer avec la positive. Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de surprendre, il s'agit de faire. Ça dépend de nous, ce que nous voulons faire. Ça dépend de nous. On peut avoir une société qui demain comprendrait que le meilleur, c'était de mettre l'accent sur les métiers empathiques, sur l'altruisme. Les métiers empathiques, c'est les métiers de santé, de l'alimentation, de l'information, de la distraction, de la culture, de l'éducation, de tout ce qu'on a vu d'ailleurs dans votre vidéo tout à l'heure. C'est tous les gens qui mériteraient d'avoir beaucoup plus de revenus et aussi d'être plus nombreux. Une société peut fonctionner parfaitement bien en ayant 60% de sa richesse consacrée aux métiers dont je viens de parler, et pas un état de métier ou des tas de production qui sont de moins en moins nécessaires ou essentiels et qui ont accessoirement pénalisent l'environnement, donc bénéfice. Pour ça, il faut vraiment se dire qu'on est durablement dans une économie de guerre. C'est l'économie de guerre qui nous fera sortir de guerre. Alors j'ai l'équipe autour de moi, et puis Liga, tu voulais poser une question. Oui, justement, dans un papier à paraître demain dans les Échos, vous écrivez « Il faudra enfin gérer chaque pays et le monde d'une façon beaucoup plus empathique, prévenante, soucieuse de proximité, de justice et de chaleur humaine. » Mais on a l'impression que les pays qui s'en sortent en ce moment, ce sont les pays précisément autoritaires, qui contrôlent, surveillent leur population sans grande empathie. Parler de chaleur humaine, c'est pas un peu utopique selon vous? C'est le grand choix qui est devant nous. Est-ce qu'on va se confier à des dictatures autoritaires, ou est-ce qu'on va comprendre, et on le voit tous les jours, parce que vous êtes prêts, que l'empathie est un modèle de société, l'altruisme est un modèle de développement. S'il y a 20 ans, on avait compris qu'on avait intérêt à être empathique à l'égard des générations futures, on n'en serait pas là. On aurait tous les équipements dont on a besoin et qu'on n'a pas. Donc être empathique à l'égard des générations futures, c'est bien mieux que de se confier à un dictateur. Mais vous y croyez, vous? Ça dépend de nous, ça dépend de ce qu'on arrivera à faire. Le risque est très grand, de se confier à des dictateurs, mais je crois qu'au bout du compte, même après les dictateurs, est possible, à la place des dictateurs, une société que j'appelle positive, altruiste et positive, possible et nécessaire. Et là, justement, qu'est-ce que vous pourriez dire en priorité à François Hollande pour renverser la table?
C'est curieux que vous employiez ce mot parce que je l'ai employé avec lui en privé il n'y a pas longtemps. Il faut renverser la table. Renverser la table, c'est plusieurs choses. C'est lancer un projet européen, et c'est d'actualité avant les élections, en créant un programme de grands travaux financés par des bons du Trésor européen. Et à mon avis, tout le monde suivra s'il le lance. C'est accepter ce qu'on a appelé à tort la TVA sociale, mais d'évaluation fiscale, en créant les conditions d'un léger transfert sur la TVA des impôts qui rend immédiatement de la compétitivité à la France, indépendamment de la valeur de l'euro. Et c'est réformer le gaspillage énorme de la formation professionnelle qui gaspille 32 milliards qui seraient mieux affectés à former des chômeurs. Il vous a répondu quoi, François Hollande, quand vous lui avez dit de renverser la table, justement ? Il va le faire. Voilà, j'espère qu'il va le faire. Vous avez théorisé toute votre vie sur ce qu'on appelle le nomadisme. C'est fini, le nomadisme ? Vous avez raison de dire que j'ai théorisé. Ça ne veut pas dire que j'ai fait l'apologie. Dans un livre qui s'appelle L'homme nomade, j'ai au contraire consacré presque le dernier tiers à dire combien c'était extrêmement dangereux, surtout si c'était sauvage comme il est aujourd'hui, et qu'il fallait s'en protéger, et que le meilleur nomadisme, c'était le nomadisme virtuel. Vous voyez, c'est-à-dire celui que nous vivons aujourd'hui. Donc je crois que le nomadisme a avoir été un de ceux qui ont montré combien il était menaçant quand il n'est pas civilisé par tous les contrôles dont nous avons besoin, et par l'altruisme, et par les technologies de la virtualité. On vous connaît, vous avez été dans les coulisses du pouvoir. Pas seulement dans les coulisses. Pas seulement, évidemment, mais... Ok, merci Jacques. Une autre question, et je crois que ce sera notre dernière question. Que pensez-vous de l'idée d'instaurer une politique d'anticipation ? Et on nous explique, l'utilisation de la data à visée prospective en matière de décision politique est peut-être la clé. Absolument d'accord. L'intelligence artificielle et l'accumulation des données va être absolument centrale. Et il y a beaucoup d'initiatives qui commencent là-dessus. Si on avait davantage de données, évidemment anonymisées, puisque les règles européennes sont remarquables et doivent être maintenues, anonymisées pour ne serait-ce que suivre l'évolution de cette maladie. Il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui se prennent à l'échelle internationale, dont certaines dans lesquelles je suis impliqué, pour faire que l'intelligence artificielle soit mise au service de la suivi de cette pandémie et de la prévision et de la mise en commun de tous les savoirs à la fois épidémiologiques et de recherche divers. Je pense que la collecte de données et l'analyse des données va être absolument un élément central de la réponse. Là, de ce point de vue, les Chinois ont évidemment une certaine avance, à la fois par la nature de leur société et par leur niveau technologique. Je rappelle que Jacques Attali, c'est ce monsieur qui s'est toujours trompé sur tout, mais qui, semble-t-il, est en mesure de donner ses instructions à tous les présidents de la République successifs. Il y a eu Mitterrand, Chirac, Sarkozy et maintenant Hollande. Et c'est monsieur Attali qui, je vous le rappelle, il y a environ 1 an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué aux Français que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République et qui d'ailleurs il connaissait qui serait après lui. Bon, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a eu droit au grand lancement de l'opération de marketing Macron. Et le monde tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu avant la crise du coronavirus, il est fini, il est mort ? Encore une fois, j'espère que oui, mais franchement, si je veux être honnête, j'en suis pas sûr. Il est si facile de reprendre les années folles des années 20, et on sait qu'ils ont suivi la grippe espagnole, la Première Guerre mondiale, et on sait que les années folles ont conduit à la crise de 29 et à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut essayer de ne pas considérer cette crise comme une parenthèse. Il faut essayer de considérer que dans une économie de guerre, nous entrons dans une économie de guerre, l'important c'est la patience, le sens du temps. C'est d'ailleurs ce que nous apprend le confinement, c'est à vivre le temps plus pleinement, à considérer que ce qui est important, c'est pas les objets qu'on accumule ou qu'on n'a pas les moyens d'accumuler, c'est le temps qu'on passe avec ceux qu'on aime, le temps qu'on échange même de loin avec les autres, c'est le temps qui a de la valeur, et le temps a de la valeur que si on change radicalement notre rapport aux choses. Vous êtes un peu le créateur d'Emmanuel Macron, vous le trouvez comment, chef de guerre ? Je ne suis pas du tout son créateur, même s'il ne m'avait pas rencontré, il serait sans doute ou presque certainement président de la République. Il serait certainement président de la République. Les destins des hommes ne sont indépendants de ceux qu'ils peuvent croiser. Je ne veux pas commenter aujourd'hui sur pour ou contre.
On a un chef de guerre, il faut lui faire confiance et avancer avec lui. Mais je ne voudrais pas mourir sans l'avoir fait, c'est devenir chef d'orchestre, et je suis chef d'orchestre. Je dirige des orchestres symphoniques, j'en dirigerai d'ailleurs à Bondy le 22 juin prochain, et j'en ai dirigé en Israël, en Chine, etc., etc. Donc ça, c'était un défi tout à fait out of the box, comme on dit en anglais. Vous pourriez ne faire que ça? Non. Comme je ne suis pas sûr d'être réincarné, je préfère faire cette vie, à la fois. Cher Jacques, je vais te répondre simplement. Arrête. Je te dis arrête. Au nom du français lambda qui n'en pense pas moins. Je te dis arrête en tant que français. Oh, je sais. Tu vas me dire, mais c'est quoi être français? Eh bien, je vais te le dire, Jacques. Je vais te décrire ma France. Celle qui n'a pas besoin de se mettre en scène dans son grenier. Ce grenier dans ton hôtel, pour avoir l'air comme tout le monde. Ma France, elle vient du cœur et du vent. Un cœur pour aimer et du vent pour se marrer. Toi, je sais pas qui tu aimes à part toi. Et désolé, pour me marrer, je préfère te dénigrer. Mais pas mal parler de toi, parler du mal qui est en toi. J'ai de la peine pour toi, Jacques, car ma France, elle tolère, mais une bière ou une prière de trop, et c'est la colère. Oui, la colère, Jacques, car t'as beau avoir souffert, nous on n'y est pour rien, mon ami. Crois-y ou pas au paradis, de toute façon, tu n'y seras jamais admis. Tu vois, mon Jacques, ma France, elle est folle, impertinente, respectueuse, juste, vivante, cultivée, aimante, et surtout et avant tout, libre. Libre d'être ce que l'on veut, ce que l'on peut, sans être jugé, manipulé, taxé, employé, prisonnier, oppressé, confiné. Ma France, c'est ce pays où il fait bon vivre. Une France qui gueule, qui s'exprime, qui s'agite, qui cogite, qui danse, qui chante. Et pas cette dictature mondiale médicale à laquelle toi et tes amis travaillaient depuis tant d'années. Tu utilises un langage positif pour nous parler de tes peurs, de tes obsessions, de ton mal-être, de tes angoisses. Mais putain, Jacques, tu nous files la chiasse. C'est bon, c'est pas contre toi, Jaco. Depuis que je suis né, c'est toi qui souffles les solutions à nos marionnettes politiques. Donc c'est bon, j'ai vu tes résultats. Si je suis sûr d'un truc, mon Jaco, c'est pas toi qui as les solutions. Vraiment, je suis désolé, même si j'aime bien ton grenier. Mais la France de Jacques, c'est pas la France de François Asselineau qui combat contre vents et marées cette Union européenne dictature que tu vantes tant. Ce n'est pas cette France de Didier Raoult qui combat Big Pharma et ses peurs irrationnelles générées par une propagande servile et servant des vendeurs de pantalons unijambistes, partageant tous les mêmes valeurs malfaisantes. C'est mal fait ni à refaire, Jacques, si tu vois ce que je veux dire. Protège-toi du corona, mon Jacques. Barre-toi loin. Moi, je sors.